Dans cette vidéo, nous allons détailler un peu plus ce qu'est la tension de vent et comment l'énergie liée au vent va se redistribuer sur la verticale dans la colonne d'eau. Tout d'abord, nous visualisons ici les vents à la surface de l'océan dans le golfe de Guinée pour une date donnée. Nous pouvons aisément imaginer que ces vents vont créer un frottement à la surface de l'océan qui va entraîner dans leur direction l'eau de surface. Cette force entre l'atmosphère et la surface de l'océan s'appelle la tension de vent ou stress de vent par l'anglicisme wind stress. Le vent va ainsi transférer une partie de son énergie cinétique à la surface de l'eau. Un vent soufflant, par exemple, vers le nord va créer une tension de vent et donc une force également dirigée vers le nord, induisant des mouvements de l'eau, générant ainsi des vagues et des courants superficiels. La magnitude ou l'intensité de la tension de vent dépend de deux paramètres principaux, la vitesse du vent et la rugosité de la surface océanique. En effet, plus les vents vont être forts, plus le frottement et la tension de vent sera importante à la surface de l'océan. De même, plus la surface de l'eau sera rugueuse, plus la tension de vent sera forte et les vents pourront fournir plus d'énergie à l'océan. Nous allons donc pouvoir paramétriser cette tension de vent de la manière suivante. Où taux sur est le vecteur de tension de vent, qui a donc une composante zonale et méridienne. CD est le coefficient de traînée. Rho R est la densité de l'air. Et wind est le vecteur vent à 10 mètres de hauteur, qui a donc aussi deux composantes, une composante zonale et une composante méridienne, et dont le module, représenté ici par des barres verticales, représente l'intensité du vent. On note donc tout d'abord que la tension de vent est proportionnelle au carré de l'intensité du vent. Et elle augmente donc quadratiquement avec l'intensité du vent. On note aussi la forme vectorielle qui montre que la tension de vent est bien dirigée dans le sens du vent. Ensuite, plus l'air sera dense, plus il va peser et frotter sur la surface. Et donc la tension de vent est proportionnelle à la densité de l'air, qui est quand même typiquement de l'ordre de 1 kg par mètre cube. Finalement, la tension de vent est fonction d'un coefficient de traînée, CD, qui dépend notamment de la rugosité de l'océan. Cette rugosité, et donc le coefficient de traînée CD, dépend de différents paramètres comme la vitesse du vent, les vagues à la surface océanique, la présence d'écume ou d'embrun, ou de la stabilité de l'atmosphère. Notons que ce coefficient CD n'a pas d'unité et que la tension de vent s'exprime en newtons par mètre carré. Alors typiquement, et pour des applications numériques, on peut considérer que CD est de l'ordre de 2×10-3. Et vous pouvez donc, à partir de cette grandeur, estimer la magnitude de la tension de vent pour des vents faibles de 1 mètre par seconde ou des vents plus forts de 10 mètres par seconde. La tension de vent peut également s'écrire sous la forme suivante, où l'on a décomposé le vecteur en ces deux composantes zonales et méridiennes. V10 en majuscule représente ici la magnitude ou l'intensité du vent à 10 mètres et les composantes zonales et méridiennes du vent, du vecteur vent, sont écrites en minuscules U10 et petit v10. Nous venons de voir que le coefficient de traînée CD pouvait être considéré comme constant et égal à 2×10-3. Cependant, en réalité, il a une forme beaucoup plus complexe et va dépendre de deux choses. CD, tout d'abord, dépend de la vitesse du vent et a une forme relativement complexe qu'il est évidemment inutile de retenir.
Différents auteurs, comme Large and Pond en 1981 ou Trenbers en 1990, ont proposé des lois expérimentales permettant d'estimer le coefficient de traînée en fonction de l'intensité du vent. Le coefficient de traînée est donc la tension de vent qui est représentée ici en fonction du vent, va augmenter à mesure que l'intensité du vent augmente. D'autre part, et plus récemment, on s'est aperçu que le coefficient de traînée et donc la tension de vent dépendait également de la rugosité et des vagues. La courbe verte, montrée ici, est obtenue à partir de modèles numériques qui va montrer l'évolution du coefficient du traînée et donc l'évolution de la tension du vent lorsque l'on prend en compte les vagues. On voit donc que pour des vents similaires, de l'ordre de 10 mètres par seconde, le coefficient de traînée et donc la tension de vent est supérieur lorsque la rugosité de l'océan augmente et que l'on considère les vagues comparées à un océan sans vagues. Cette première partie a donc montré comment nous pouvions paramétriser la tension de vent qui représente la force exercée par le vent par unité de surface océanique à la surface de l'océan. Maintenant, la question est de savoir comment cette force va transmettre et se redistribuer sur la verticale au sein de la colonne d'eau. C'est un processus, on va le voir, assez complexe, influencé par différents facteurs. Dans un premier temps, on considère que le vent génère des mouvements à la surface de l'océan qui vont transmettre leur énergie en subsurface et mettre en mouvement les couches sous-jacentes. De manière schématique, on peut donc considérer un petit volume d'eau sur la verticale soumis à une tension ou à un stress selon la direction X, qui varie donc sur la verticale. La force résultante qui s'exerce sur ce volume d'eau peut donc s'écrire comme la différence entre ces deux tensions dans la couche d'épaisseur Z, donc entre taux X en Z plus dz et taux X au niveau Z. Cette tension, cette différence entre les deux tensions sur un niveau delta Z représente donc la force Fx que l'on divise par la densité de l'océan ρ0 pour obtenir une force par unité de volume. On obtient donc F de x égale 1 sur ρ0 multiplié par le cisaillement vertical du stress dans ce petit volume. Si l'on généralise à 3 dimensions, on peut donc écrire sous forme vectorielle F égale gradient vertical ou cisaillement vertical du stress divisé par la densité. En fait, cette transmission de la tension de vent sur la verticale, schématisée ici, ne se fait pas de manière laminaire, mais fait intervenir des processus complexes. L'océan, qui a une viscosité faible, est un fluide turbulent par nature. Le moment où l'énergie cinétique imposée par le vent en surface va donc se transmettre vers les couches plus profondes par du mélange vertical ou de la turbulence causée par les vagues, ici schématisées à droite, ou des tourbillons verticaux qui vont brasser l'océan superficiel et redistribuer l'énergie de surface vers le fond. Le transfert de moment de la tension de vent dans les couches plus profondes de l'océan se fait donc essentiellement par turbulence, qui est un processus très efficace pour redistribuer l'énergie. Cette turbulence se produit donc par la création de tourbillons de renversement qui ont des tailles de quelques centimètres à quelques mètres. Le problème, c'est que si l'on souhaitait décrire le transfert turbulent de manière explicite, il faudrait donc connaître l'ensemble de ce champ tourbillonnaire à très petite échelle, ce qui est bien entendu impossible à cause de la nature chaotique
de la turbulence. On va donc de nouveau paramétriser cet effet en écrivant que le stress taux divisé par ρ0 est égal à un coefficient AV multiplié par le gradient vertical de la vitesse des courants d de UE sur dz. Le coefficient AV, qui est le coefficient de diffusion turbulente ou coefficient de mélange, quantifie l'ampleur du mélange turbulent dans l'océan. C'est en fait une mesure de l'efficacité avec laquelle le moment où l'énergie cinétique est diffusée par les petits tourbillons turbulents. En multipliant AV par le cisaillement vertical de vitesse, on quantifie donc essentiellement le taux auquel le moment cinétique ou l'énergie cinétique est transférée verticalement à travers la colonne d'eau en raison du mélange turbulent. Typiquement, et comme c'est noté ici, AV varie de l'ordre de 10,4 à 10,2 mètres carrés par seconde. Ce coefficient de diffusion turbulente dépend des conditions océaniques, comme par exemple le cisaillement de courant. Plus le cisaillement de courant dans la colonne d'eau sera fort, plus ces courants seront instables et vont générer de la turbulence importante. Ce coefficient peut dépendre aussi de la stratification, dont l'intensification va au contraire stabiliser la colonne d'eau et limiter la propagation verticale de la turbulence. Ou encore, ce coefficient peut dépendre des vagues qui permettent de brasser, de mélanger, de redistribuer le moment en profondeur. Donc finalement, nous avons vu dans cette vidéo que le vent impose à la surface de l'océan une force, la tension de vent, qui met en mouvement la surface océanique. L'énergie cinétique du vent est alors transmise dans l'océan intérieur par des processus turbulents qui vont mettre en mouvement les différentes couches océaniques par la force de friction, F de x, F de y, paramétrisée comme indiqué ici. C'est donc cette force et cette paramétrisation que nous allons retrouver dans les équations de la théorie technique.